Bienvenue à tous. On va laisser à tout le monde le temps de nous rejoindre tranquillement. Ce soir, on traite d'un sujet assez innovant, je trouve, parce que j'en ai pas vu beaucoup des sessions comme ça qui sont faites en ligne, de faire une étude de cas. Donc, j'ai la chance d'avoir Cécile qui est avec moi. Pour l'instant, je vous parle pas encore enfin, c'est même elle d'ailleurs qui va plus nous parler de son activité. Et l'idée, ça va être vraiment de chercher, de lui proposer des idées pour booster son chiffre d'affaires, essayer d'aller plus loin sur la partie tarification, revenu management. Donc, c'est l'objectif de ce live ce soir. C'est un peu innovant. Je suis contente de tester ça ensemble. D'ailleurs, je suis intéressée pour que vous me disiez à la fin, est-ce que c'était chouette? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que vous avez envie qu'on reconduise ça? J'ai eu, quand j'ai fait l'information sur la newsletter, j'ai eu pas mal de réponses de gens qui avaient envie d'être présentés en live. Je m'attendais pas à ça, donc c'était une bonne surprise. Donc je me dis, si vous aussi en tant qu'auditeur ça vous intéresse, eh ben vous me direz et on pourra reconduire avec plaisir. Voilà. Avant de faire l'introduction, Cécile, comment vas-tu? Enfin, vas-tu? C'est vrai que, alors, je me suis fait la remarque, c'est qu'on se vous voit depuis longtemps, et je me rends compte que je vous vois les gens au téléphone ou par écrit, et je tutoie tout le monde en live. Ouais, c'est plus facile. Moi, ça me va. Ouais. Comment vas-tu? Eh ben, ça va bien. Merci beaucoup de me permettre de faire ce live, d'étudier mon cas, entre guillemets, en direct. Merci à toi. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. On va voir, du coup, dans un premier temps, Cécile, ce que je te propose, c'est que tu nous partages vraiment ta situation telle que tu me l'as partagée par email. Quand tu m'as proposé de participer à ce live. Voilà, quelle est ta situation en termes de location saisonnière à ce jour et quels sont du coup les points les plus bloquants? Je sais que tu en as plusieurs idées de sujets qu'on peut traiter. On va les faire un par un. Donc voilà, je te laisse la parole. Ça marche, merci. Donc du coup, ça fait 1 an que je fais de la location courte durée, principalement clientèle tourisme, un petit peu de clientèle professionnelle, mais beaucoup de tourisme, à peu près 50% d'étrangers, 50% français. Je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste et qui aime pas partir comme ça à l'aventure sans avoir tout bouclé. Sauf qu'à force de regarder des vidéos mindset et de me mettre dans la peau de celui qui veut aller rapidement, j'ai finalement lancé l'appartement. J'étais pas complètement prête. Et en fait, le truc, c'est que ça a cartonné tout de suite et j'ai pas rattrapé mon retard. Donc, j'étais pas complètement prête. J'y suis encore. 1 an après. Okay. Donc j'avais quand même fait une petite étude de concurrence par rapport à mes tarifs, mais j'avoue que je sais pas trop comment me situer. Donc je fais de la location courte durée sur 3 et je suis pas dans le plein centre-ville. Je suis en périphérie dans une petite ville qui est à un peu moins de 10 minutes. On est à 8 minutes environ en voiture du centre-ville de Troyes. Ok. Et, et du coup, pour me démarquer de la concurrence en me disant est-ce que je vais arriver à attirer des gens en dehors du centre-ville, j'ai créé quelques petites choses un peu différenciantes dans l'appartement pour pouvoir capter ma clientèle. Donc, du coup, j'ai une déco un peu sympa. Je suis dans une région où on fait du champagne. Donc, j'ai créé la déco sur ce thème. Avec des meubles qui ont été créés sur mesure sur ce thème. Et puis, la particularité de l'appartement, c'est que j'ai fait créer également un escape game autonome pour les voyageurs. Donc, voilà, le petit côté différenciant qui peut attirer les joueurs, en sachant qu'il n'y a pas du tout d'obligation de faire le jeu. Mais je me suis dit que ça pouvait être assez sympa de proposer quelque chose de différent. Et du coup, ça a tout de suite très bien fonctionné. J'ai commencé sur Airbnb pour commencer. Et puis, fin août, début septembre, j'ai pris un channel manager pour pouvoir développer, aller sur d'autres sites, avoir mon propre site internet. Et puis
et puis en me disant je lance la version 2.0, on attaque un peu plus fort. Sauf que je me suis retrouvée finalement à rentrer en formation, je suis en reconversion, et du coup je m'en suis pas du tout occupée non plus. Donc pour l'instant je suis sur le channel manager, mais qui m'apporte pas énormément de choses, si ce n'est quelques nuits sur Booking, en sachant que voilà, sur le côté marketing, j'ai pas trop travaillé dessus, et il y a plein de choses que je dois mettre encore en place, que je dois faire, que j'ai pas encore faites. Mais bon, là, j'imagine que ce soir, on parle plutôt tarification. Donc, bon, cela dit, par exemple, les promotions, j'en fais pas. Ouais. Parce que je sais pas trop, justement, comment me situer. Dans mes problématiques, il y a justement le fait que je sois pas au centre-ville, mais que j'ai quelque chose de différenciant. Comment je le valorise au niveau de ma tarification. Le channel manager, tant que j'en fais rien, est-ce que je conserve parce que ça me coûte de l'argent pour pas grand chose ou pas? Là, j'ai tenté dans mes tarifs d'augmenter un petit peu vu que ça fonctionnait très bien, mais je sais pas si je suis dans les clous ou pas. Ouais. Voilà, j'ai fait globalement 2 tarifs, un tarif saison basse, un tarif saison haute. Ouais. Et mon tarif saison haute, je l'applique également sur des périodes comme Noël et puis Saint-Valentin. Et puis il y a un festival de musique dans la ville qui attire pas mal de monde, donc sur cette période-là aussi. Ok. Voilà où j'en suis. Canon. C'est cool, il y a plein de sujets. Trop cool. J'ai bien fait de prendre mon crayon, hein, ça va être un outil utile. Une question que je me pose, là, pour si j'ai bien compris, donc tu as lancé l'année dernière, c'est ça? J'ai lancé fin avril 2019, tout début mai, on va dire. J'ai eu 3 nuits réservées sur fin avril. D'accord. On va se dire mai 2019. Et du coup, à ce jour, est-ce que tu es satisfaite du taux d'occupation que tu as et des revenus, du rendement, en fait, du bien? Alors, je suis très contente parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de réservations. Pour autant, je sais que je suis sur un taux d'occupation qui est dans la moyenne pour 3. C'est-à-dire que quand je vois les investisseurs, les propriétaires de LCD qui font des rendements à 80%, moi je suis pas à ça, mais en même temps sur la ville de Troyes on n'est pas à ça non plus. Alors après, est-ce que je pourrais atteindre ce genre de taux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis un petit peu au-dessus de la moyenne, on va dire, mais globalement dans la moyenne haute, quoi. Est-ce que tu es confortable pour nous donner le taux d'occupation ou tu préfères pas? Alors, il faudrait que je le recherche. C'est pas grave. Non, t'en fais ouais, pas. Je l'ai pas pris, si jamais tu l'as à l'esprit. Non, pas de souci, t'en fais pas, aucun problème. En fait, je suis aux alentours de 60% sur l'année écoulée. Alors, en sachant que ma dernière réservation avec le coronavirus, c'était sur début mars. Donc, j'ai pas une année complète tout à fait. Ouais. Mais j'étais plutôt contente de ma saison basse où je pensais vraiment pas avoir grand monde parce que Troyes, c'est une ville touristique, mais pas non plus où il se passe beaucoup de choses pendant l'hiver. Donc, j'étais sur une douzaine de nuitées par mois sur la saison basse. Août, j'ai loué toutes les nuits, par exemple. Ouais, ok. Donc, je m'attendais pas, voilà, à avoir autant. Sur juin, juillet, c'est pareil, j'étais à 85%, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, j'ai vraiment une différence, je pense, entre la saison haute et la saison basse. Mais je pense que c'est lié aussi à la capacité de la ville par rapport à ce qu'on propose en termes de tourisme. Et vu que je suis pas arrivée encore pour le moment à développer trop la clientèle professionnelle. Ouais. Donc, alors, du coup, ça m'inspire 2 trucs. Le premier, c'est que j'ai l'impression que tu es dans une situation qui est relativement classique, où en fait, on a les périodes fortes qui fonctionnent bien, mais malheureusement, on est sur une ville qui a plus de périodes faibles que de périodes fortes, parce que tu le dis à juste titre, le tourisme à Troyes, il est très saisonnalisé, et malheureusement, on n'a pas 8 mois de l'année qui sont fortes d'un point de vue touristique. Donc,
Ce qui veut dire que si on veut travailler sur l'augmentation du chiffre d'affaires de ton bien, ce serait intéressant de se focaliser sur les périodes qui, malheureusement, sont les moins glamour. Hein. C'est les périodes plus faibles, de faible demande. Et du coup, sur ça, pour booster les périodes de plus faible demande, moi, il y a un truc que j'identifie, c'est que il y a un truc très positif que tu as fait, c'est que tu as décliné tes prix. Tu n'as pas un seul prix pour toute l'année. Tu as bien identifié que sur les périodes fortes, Noël, Saint-Valentin et le festival dont tu m'as parlé, il y a un potentiel supérieur. En revanche, moi, habituellement, je fais des grilles de prix qui sont d'au moins 4 prix différents. Donc, je pense qu'en graduant encore plus tes prix, notamment en regardant si tu as la possibilité peut-être d'aller un peu plus bas sur les périodes faibles, notamment parce que tu es un peu excentré. Donc, les gens qui viennent à toi, ils vont probablement pas choisir tout de suite les biens excentrés. Il va déjà falloir que ça se vende un peu dans toi pour que les gens acceptent après d'aller un peu plus loin. Comme en période faible, la concurrence est vraiment rude et qu'il y a peu de demandes à l'échelle de la ville, c'est typiquement sur ces périodes-là que ça peut être intéressant de voir si on peut aller un peu plus bas sur les prix. Sur ça, tu me dis si je parle vite, hein, parce que comme j'ai plein d'idées là, j'essaie de les débiter vite pour pas oublier. Mais je pense qu'il faut que j'aille un peu moins vite. Et du coup, comme sur les périodes... j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, voilà. Aller plus bas sur les périodes basses. Voilà, faire des prix plus bas sur les périodes basses. Oui, voilà. Donc, ce que je voulais te dire, concrètement, si on parle opérationnellement, si tu dis, demain, je vais faire cette transformation sur ma grille de prix, je vais essayer de voir si sur les périodes plus basses, je peux faire des prix plus bas. Déjà, il faut évaluer selon la concurrence qu'est-ce qu'est un prix bas, tu vois. Soit tu te dis, je me mets vraiment dans la fourchette basse de mon marché, soit tu peux même avoir une stratégie de te dire, et moi je le fais sur certains biens, je suis encore un peu plus offensif et je vais un cran plus bas que les autres pour vraiment griller tout le monde. Donc ça, c'est une stratégie qui vaut la peine, mais c'est une stratégie qu'il faut réserver aux périodes de faible demande. Faut pas aller faire ça sur un mois d'août, mais ça, je pense que tu le sais mieux que moi, mais faut pas aller faire ça sur un mois d'août ou un mois de juillet. Une fois que tu as choisi ton option, soit tu te mets dans la fourchette basse pour être attractive, à niveau qualitatif similaire de biens. Hein. Tu vois, je suis en train vraiment on compare ce qui est comparable, on compare même type de bien et niveau qualitatif similaire. Une fois que tu as choisi ta position, si tu te dis, moi, je dis n'importe quoi, je sais pas combien est ton bien, mais moi, je suis à 40 € la nuit sur les périodes faibles. Il y a une chose importante qu'il va falloir faire, c'est comme tu as de l'historique, mettons que tu fasses un test, sur ta prochaine période faible, c'est quand? Là, c'est un peu en ce moment, mais c'est un peu spécial. Non, si je compare par rapport à l'an dernier, j'ai vraiment eu le décalage août-septembre. Donc septembre, je suis vraiment descendue d'un coup, et en fait après c'est remonté. J'ai eu septembre, octobre plutôt bas. Ça a bien fonctionné, même novembre. Ça a bien fonctionné sur décembre avec la période de Noël où j'ai eu des semaines complètes de louer, Noël et 1er janvier. Et puis janvier, février, ça remontait légèrement parce que j'ai remarqué ce que je ne savais pas avant, qu'il y a pas mal de compétitions sportives à ce moment-là et que ça attire des gens. Ah, super. Bon, ça, c'est bien de le découvrir. Ouais, et de suivre les dates. Ok. Donc, mettons que septembre soit ta prochaine période faible, de se dire, voilà combien j'ai gagné en septembre l'année dernière. Donc, ça veut dire que si là, par exemple, j'accepte de faire un effort de, je sais pas ce que ça peut représenter la baisse de prix sur ton test, si sur 2 semaines, tu acceptes de dire, je vais vendre à 10 € de moins, ça va être important d'évaluer si tu peux faire au moins le même chiffre que l'année dernière. Tu vois, c'est ça, faire une bonne baisse de prix. C'est faire une baisse de prix où on se dit, pour faire la même chose que l'année dernière, il faut que je vende, par exemple, 2 nuits de plus. Et du coup, ça veut dire que c'est à partir de 2 nuits de plus que ma décision est la bonne. À partir du moment où, par exemple, j'ai vendu 3 nuits de plus que l'année dernière, là, c'est banco, je suis en train de gagner plus d'argent. Je suis vraiment en train de maximiser mon chiffre d'affaires. Ouais, en fait, ce qu'il faut que je calcule, c'est justement la différence parce que c'est 3 nuits de plus. Si j'en vends 3 de plus, mais que ça me rapporte pas plus que d'en vendre 3 de moins, tu vois ce que je veux dire? Oui, alors, tu as raison, il faut considérer ça sur toutes les nuits. C'est-à-dire que
On va se prendre un exemple concret. Si tu essaies ça sur les 15 premiers jours de septembre et que tu avais vendu 2 nuits, par exemple, sur les 15 premiers jours de septembre, et tu les avais vendus, est-ce que tu te souviens à combien tu étais sur septembre, par exemple, en termes de prix? Alors, je pense que j'ai repris là ce que j'ai en ce moment et je crois que j'avais augmenté de 5 euros. Je devais être sur du 68. En fait, c'est mon appartement, je t'ai pas dit, c'est un type 3, donc j'ai 2 chambres Ok. avec possibilité de couchage pour 5 personnes, avec le canapé dans le séjour, qui est un super canapé de bonne qualité, et donc ça marche bien. J'arrive à avoir des gens qui, qui viennent jusqu'à 5 personnes dans l'appart. Ouais. Et du coup, donc jusqu'à 3 personnes, j'étais à 68, 10 euros par personne supplémentaire et 25 euros de frais de ménage. 68. Donc, si sur les 15 premiers jours de septembre, mettons que l'année dernière, tu avais vendu 3 nuits, par exemple, à 68 euros. Je dis 3 nuits fictifs, hein. Oh. 3 nuits à 68 euros, ça veut dire que tu avais gagné 204 euros. Si l'année prochaine, tu dis, allez, je fais un test à 50 euros, genre, j'ai remarqué que tout le monde est minimum à. Les biens qui sont un peu de même qualité que les miens, ils sont à 55 en fourchette basse. Moi, je me dis, je vais essayer d'hacker les concurrents et je me mets à 50 pour voir si j'arrive à vraiment exploser les volumes. Ça veut dire que pour gagner au moins 204 euros, il faut faire au minimum 4 ventes. Si, Ouais, c'est ça. sur le test tu vois, si sur les 15 jours, tu fais 4 ventes, bon, bah, on est dans une situation où on a sauvé les meubles. Mais évidemment, notre objectif là, il n'est pas du tout de sauver les meubles, il est d'exploser les volumes. Donc, sur les 15 jours, si tu arrives à faire 5, 6, 7, 8, 10 ventes, c'est à partir de là où ça devient gagnant et que tu peux vraiment exploser les performances. Alors justement, par rapport à mon tarif, par rapport à la concurrence, je me base sur quoi? Sur des gens qui sont aussi au centre-ville. Je valorise d'une façon ou d'une autre mes différences ou pas, ou je me cale sur... parce que c'est ça où je sais pas trop comment me situer en fait. Alors, il y a un point auquel j'ai pensé quand tu m'as décrit la situation, c'est que ton concept, il est très intéressant. Moi, j'adore. En plus, j'adore les escape games. Alors, vraiment, moi, je serais ta première fan. Je dois t'avouer que quand j'ai vu ton bien, je me suis dit, cet été, on cherche un endroit où aller avec mon mari. On va peut-être envisager. Donc, non, voilà, moi, tu vois, je serais vraiment ta première fan. Après, dans une optique où il y a une chose qui m'a interpellée dès le début, c'est que tu m'as dit, j'ai 50% de clientèle affaires, 50% de clientèle loisir. Et moi, ça, tout de suite, ça m'interpelle. Non. Ah non, il y a un potentiel. Non, 50% étrangère, 50% étrangère, 50% française. Ah. Mais principalement tourisme. Ah, d'accord, ok. Il y a assez peu de... Ok. Et donc, sur la clientèle affaires, tu me disais, j'ai plutôt envie de booster la clientèle affaires. C'est ça alors? Bah, je me disais, sur la basse saison, vu qu'il y a moins de touristes, j'imagine que c'est là où il faut que j'essaie d'attirer un peu plus de pros. Ouais, alors après, c'est vrai qu'avec un T3 excentré, on est dans une configuration qui est mécaniquement, c'est pas ta faute, tu vois, cela c'est mécaniquement plus difficile d'attirer des clientèles affaires, parce que la clientèle affaires, typiquement, elle est friande de très petites surfaces, si possible proche des entreprises. Il y a des entreprises autour de toi? Alors, je suis juste à côté des magasins d'usine. Je sais pas si tu connais Troyes, il y a un gros centre magasin d'usine fringues, des outlets, et du coup, je suis juste à côté. Donc ça, c'est encore de la clientèle tourisme, pas mal. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Après, il peut y avoir des commerciaux qui viennent pour leur travail, mais bon, probablement plus une clientèle loisir. J'en ai. Oui, voilà, c'est ça. J'en ai, mais voilà, c'est pas. Cela dit, d'ailleurs, dans mes tarifs hauts, j'ai pas pris en compte, mais je pourrais prendre en compte les périodes de solde. Ouais. Est-ce que tu as des clients? Alors, ça, c'est aussi un bon point. Après, peut-être on reviendra pour répondre à ta question d'avant, mais est-ce que tu fais, par exemple, enfin, est-ce que tu fais l'exercice de questionner tes clients pour savoir pourquoi ils viennent? Alors, non, je le fais pas. Par contre, très clairement, période de solde du mois de juillet l'année dernière, je jetais les sacs et les boîtes, hein, donc je sais que c'est très clairement tourisme, tourisme fringue. Okay.
Ok. Ouais. Bon, bah alors ça, c'est intéressant. Alors, une première idée qui peut t'aider aussi, enfin une deuxième même idée qui peut t'aider, c'est de t'assurer que d'une façon ou d'une autre, de façon relativement élégante, mais tu arrives à savoir pourquoi est-ce que les clients viennent. L'idée, ça peut être de dire, bah, est-ce que vous venez pour un événement particulier à 3 ou autour de 3? Soit c'est dans les messages automatisés. C'est vrai que le channel manager, même si aujourd'hui il n'est pas encore 100% opérationnel, mais il va forcément t'aider à faire toute cette partie automatisation des messages. Et ça permet que ce soit inclus au détour d'un email et les gens répondent ou pas, mais au moins ça te permet de récolter les infos. Ça, après, autre chose, pour savoir s'il faut booster les prix sur la période des soldes, même si toi tu observes beaucoup de demandes sur les soldes, ça peut être bien de se confirmer aussi auprès d'RDNA. Est-ce que tu as RDNA? Oui. Alors, Je me fais un point tous les mois pour justement regarder un peu l'évolution. C'est comme ça, entre autres, que je sais que je suis un petit peu au-dessus au niveau du taux d'occupation, parce que je me cale pas mal dessus. Ok. Donc, est-ce que RDNA, je ne sais pas si tu connais la partie seasonality, où on a un petit carré par jour. Alors, cela dit, oui, je suis en train de me dire, je regarde, mais sur la partie gratuite, j'ai pas pris la partie payante qui me donne accès à tout. Alors, bon, la partie gratuite, moi, je Ouais. l'aime beaucoup. Elle est pas mal, mais bon, c'est difficile de prendre des décisions revenu management avec cette partie-là parce que c'est vrai qu'elle est beaucoup moins détaillée. Sur la partie payante, tu as la possibilité d'avoir, et franchement, si tu as envie d'aller voir et si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Alors, sur la partie payante, il y a vraiment un truc qui est important que moi je regarde tout le temps, c'est la partie saisonnalité où en fait, jour par jour, tu vois à l'échelle de la ville si il y a plus de demandes ou pas. Faudrait voir si sur ta ville précisément il y a RDNA, parce que ce sera plus utile de regarder pour ta ville précisément que de regarder la ville de Troyes, tu vois. Ah oui? Ah non, il n'y aura pas. T'es sûr? Oui, oui, ce sera 3. Airbnb, on est 2 dans ma ville. Ah oui, alors j'ai déjà vu des villes où il n'y avait pas beaucoup de biens, mais là, ouais, en effet. Est-ce que tu peux me Ouais, redire non, comment s'appelle ta ville? pour Sainte-Marie. D'accord. T'as vu, je suis incorrigible, je vais vérifier quand même. Ouais, bah vas-y, on sait jamais, mais à mon avis. Non, ouais, t'as tout à fait raison. Pour Sainte-Marie, non, ça ne fonctionne pas. Donc, Mais c'est la périphérie, hein, c'est la communauté de communes, c'est l'agglomération. Enfin, oui, d'accord, ok. mm. Donc avec 3, sur la partie saisonnalité, ça va te permettre de bien confirmer ce point-là. Tu peux aussi faire du test and learn, c'est-à-dire que te dire, bah, j'essaie 5 euros de plus. Le cran du test and learn, pour moi, 5 euros ou 10 euros, mais tester quand même un plus 5 euros déjà, c'est un bon, c'est une bonne croissance. Tester 1 ou 2 euros, ça sert à rien. Tester 8 euros d'un coup, c'est un peu beaucoup. Moi, je fais des crans par 5 sur les zones sur lesquelles j'ai envie de faire du test and learn. Et ça permet de voir si ça vend quand même, tu vois, de voir les prises de C'est fait là, donc on va voir. Ok, nickel. Alors, donc on s'est dit, donc si de ton côté, tu as la possibilité d'avoir une graduation tarifaire qui est plus déployée que juste 2 prix, je pense que ça va t'aider. On se disait notamment en allant un peu plus loin, par un peu plus loin, j'entends un peu plus bas sur les périodes de faible demande pour aller booster les volumes. Donc ça, c'est une idée qu'on a vue ensemble. On s'est partagé aussi comment faire en sorte de t'assurer que tu gagnes vraiment de l'argent, même en ayant baissé les prix. De quoi on a parlé d'autre? Ah oui, on n'a pas creusé aussi, pour répondre à ta question, comment booster la clientèle affaires. Ouais, et puis comment fixer mes prix du fait que je suis pas au centre-ville? Est-ce que je me cale sur les concurrents du centre? Ah oui. L'escape, comme tu dis, est-ce que je le valorise ou pas, vu que c'est différenciant? Enfin, Alors, la première chose que j'aurais faite, moi, pour répondre à ta question, ça aurait été de me comparer. Alors, je pars de l'hypothèse que tu prends le RDNA payant. Parce que vraiment, je pense que ça va t'aider. Tu vois, ça dépend des villes, mais je pense pour 3, ça doit être 20 euros. C'est vraiment 20 euros vraiment bien utilisés, tu vois. par mois? Par mois, mais en fait, tu peux annuler tout de suite. C'est-à-dire que tu peux t'inscrire, au bout d'un mois, annuler sans que, tu vois, tu peux l'avoir qu'une seule fois, en fait. D'accord. Donc sur cette base-là, en tout cas moi, qu'est-ce que j'aurais regardé pour répondre à ta question? C'est que je serais allée voir déjà, est-ce que ma performance actuelle, comment elle se positionne par rapport à la moyenne des biens sur 3? Oui, c'est ça.
tu vois, de façon à voir, est-ce qu'en termes de performance, je me positionne déjà sur une performance qui est mieux disante ou pas. Ça permet d'évaluer ce que j'appelle la position concurrentielle. Hein. Enfin, bon, je vais pas inventer la poule, ça s'appelle comme ça pour tout le monde. Une fois que tu as ça à l'esprit, je pense que tu peux avoir une stratégie différente en fonction des types de périodes. Sur les périodes faibles, moi, je pense que ça te sera utile, comme je te disais tout à l'heure, d'essayer d'être plus offensif. Parce qu'il y a moins à manger pour tout le monde. Le gâteau, il est plus petit, donc il faut être un peu plus agressif quand on sait qu'on a des petits défauts qui n'en sont pas. Mais tu vois, le fait qu'on soit un peu plus loin, le fait que potentiellement c'est une clientèle à faire alors qu'on a un grand bien à remplir, tu vois. Et à l'inverse, sur les périodes fortes, probablement qu'on peut beaucoup plus tenir et se référer à des biens qui sont de même niveau qualité. On peut peut-être partager. Attends, on va partager ton annonce. Je vois que quelqu'un a dit, est-ce qu'on peut avoir le site de Cécile? Je vais vous montrer son annonce Airbnb, qui est très chouette. Alors, hop. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez l'annonce Airbnb de Cécile. Du coup, je vais tourner la tête parce que c'est sur mon deuxième écran. Tu vois, on voit que ta prestation, elle est vraiment chouette. C'est décoré avec soin, c'est moderne. J'adore bon, après, c'est une affaire de goût, mais j'adore la couleur verte que tu as choisie là. C'est vraiment magnifique. Donc, tu peux vraiment te comparer à des biens qui sont de même niveau qualitatif, même si tu es un peu plus loin. Et pourquoi je te propose de prendre un peu, entre guillemets, ce risque-là? Parce que sur les périodes de forte demande, bah, on considère que du fait que ce sont des périodes de forte demande, il va y avoir vraiment une saturation de l'ensemble des biens sur la ville. Et du coup, on peut se permettre d'être un peu plus ambitieux et d'éluder en fait cet aspect qu'on est loin en fait. Alors j'ai un avantage un peu à être loin aussi par rapport aux biens du centre-ville, c'est qu'au centre-ville, en général, il n'y a pas de parking. Que moi, je propose un parking gratuit et j'ai pas mal de gens justement qui reviennent avec le coffre chargé et qui me contactent particulièrement parce qu'il y a ce parking gratuit dans la copro que je leur offre. Et ça, c'est un avantage de ne pas être au centre-ville justement. Ça, c'est un très bon point, tu vois. Et une remarque que du coup je me fais, c'est que c'est pas écrit dans le titre et c'est pas écrit dans le car rose. Ouais, je le mets pas en avant. Et tu vois, dans une optique aussi d'essayer de capter la clientèle affaires, avoir un parking, typiquement, ça peut être un point important. Parce que le gars, il sait qu'il a une nuit à 3 pour faire ses rendez-vous commerciaux. Il n'a pas envie de se prendre la tête à tourner 45 minutes pour garer sa voiture. Donc, il se dit, là, il y a un parking, c'est inclus. J'aurais pas de note de frais à faire en plus pour le parking. Donc ça peut être super. Est-ce que j'ai répondu à ta question sur la concurrence? Oui. Ouais. Ok. Après, à savoir que c'est bien d'avoir un œil sur ce que font les concurrents. C'est bien de se dire qu'est-ce qui se passe sur mon marché. On peut pas éluder l'existence de la concurrence. C'est bien même d'avoir une vision holistique, de dire qu'est-ce qui se passe d'un point de vue hôtelier et d'un point de vue location saisonnière. Mais après, c'est aussi important de pas faire son prix par rapport, enfin, de pas copier les prix des concurrents. La plupart du temps, ils s'y connaissent pas vraiment en revenu management. Donc, à mon sens, vraiment, ce qui pourra t'aider, c'est de te dire quelles sont les 4 graduations de ma tarification pour les périodes faibles, moyennes, fortes et événementielles. Les périodes événementielles, tu les connais déjà, tu me les as citées, tu vois, sur Noël, Saint-Valentin, sur le festival. C'est des périodes sur lesquelles tu as bien vu qu'il y avait plus de demandes que d'offres. Et une fois que tu as ça, juste faire une vérification de la fourchette marché des concurrents pour t'assurer que tu es bien positionné, tu vois. Si tu dis, moi, parmi les biens les plus qualitatifs, je veux être dans la fourchette haute, des biens les plus qualitatifs, t'assurer que tu es globalement dans la fourchette haute. Mais après, les prix moyens, ils vont être mis sur toutes les périodes que tu as identifiées comme étant moyennes, tu vois. Et quel que soit le comportement des concurrents autour. Moi, il y a plein de périodes sur lesquelles, concrètement, il y a plein de périodes sur lesquelles j'identifie que la demande va être faible. J'ai des concurrents qui n'ont pas baissé leur prix. Mais moi, j'ai vu dans RDNA que c'est faible, donc je mets des prix faibles. Ou à l'inverse, des fois, il peut arriver… Moi, je fais partie des gens qui n'auront pas baissé. Et du coup, je vais te doubler. C'est ça. Mais ça, c'était avant, Cécile. C'était avant notre… Et tu vois, à l'inverse, sur toutes les périodes, tu vois, typiquement, tu as donné un exemple qui est crucial. Le fait d'identifier qu'il y a des événements sportifs qu'on n'a pas forcément vu avant, c'est vrai que parfois, ça peut être difficile d'identifier certains événements. Et la fois d'après, quand tu étudies les calendriers sportifs et que tu vois qu'il y a des dates où ça va avoir de l'impact,
bah toi, tu vas savoir, tu vas peut-être aller te mettre sur un prix événementiel, par exemple, parce que tu sais qu'il y a ça. Les concurrents, ils auront peut-être rien vu, mais du coup, tu vas gagner plus d'argent que les autres. Ouais. Donc ça, je pense que ça pourra t'aider. Après, tu me disais, qu'est-ce que je fais de mon channel manager aussi? Alors, le channel manager, il a quand même une vertu qui est vraiment top. Enfin, il y en a plusieurs. Genre, il y en a au moins 3 que j'ai comme ça tout de suite à l'esprit. C'est le premier, c'est éviter les surbook. Ça, c'est quand même capital. Le deuxième, c'est te faire gagner du temps. Surtout, tu vois, dans cette dynamique où tu te dis, bon, bah, je vais commencer à avoir une grille tarifaire un peu plus complète. Dès lors que tu as besoin de changer un prix, s'il faut aller changer sur tous les sites, c'est assez chronophage. Et le dernier bénéfice, c'est que ça permet d'automatiser la communication client avec les messages en amont, etc. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire sur ça? Le fait qu'il soit qu'à moitié installé, c'est pas très grave parce que j'imagine que ça te protège déjà au moins des surbookings. Les calendriers connectés. Oui. Donc, c'est très bien. Moi, je trouve que ce point du channel manager, il n'est pas si négatif que ça. Qu'est-ce qui te faisait dire peut-être qu'il faut l'enlever? En fait, ce qui me faisait dire ça, c'est que donc je continue à être principalement sur Airbnb qui fonctionne à fond. Ouais. Et le channel manager me fait gagner que des clients booking. Donc, ce qui est bien, parce qu'il me fait quand même gagner des clients. Mais je sais que entre Airbnb et Booking, la synchronisation des calendriers peut se faire différemment, enfin sans passer par le channel manager. Donc du coup, c'était ça la question. Et en fait, le seul site sur lequel je me sens vraiment à l'aise pour mettre en valeur l'appartement, c'est Airbnb. Et je pense que c'est pour ça qu'il cartonne autant aussi, parce que le texte est libre. Donc mon concept d'escape game et mes autres concepts un peu sympas, cheminée, douche hydromassante, enfin des trucs un peu sympas, tout ça, je peux les valoriser sur Airbnb que je peux pas sur les autres sites du Channel Manager où c'est des sites tu sais, où il y a des cases. Et du coup, la case escape game, elle y est pas forcément, et du coup, je peux pas en parler parce que c'est eux qui font les textes. Mais dans ton... Ah, tu peux pas rajouter un point dans le... Ah, je savais pas ça qu'on pouvait pas rajouter un point dans le texte booking. Ah ouais? Et j'ai été contactée dernièrement par Expedia, donc qui fait partie justement avec tous ces sites marchands. Et Expedia, on a vu ensemble que justement, il n'y avait aucun moyen de mettre en avant des petites particularités sur les appartements. Donc, t'es d'office, tu coches les cases, et puis c'est eux qui te font ton annonce. Mais alors à ce moment-là, quid d'utiliser les photos et de mettre, par exemple, ici, le même encart? Ouais. Escape game. Et tu vois, tu m'as parlé encore une autre pépite de ton bien que tu nous avais caché. Douche hydromassante. Bah, il est dans le descriptif. Et tu l'as sur la. Bon, c'est pas non plus une douche de ouf. Hein, je la mets pas non plus. La cheminée est plus sympa l'hiver. Hein. Ouais. Ça a du caractère quand même ce que tu as fait. Hein, c'est chouette. Ouais, j'aime bien. Oui, tu peux être fière de toi. C'était chez moi avant en plus, alors. Ah ouais. Encore mieux, encore mieux. Du coup, je cherche la douche. Ah oui, là voilà. Ok, super. Mais même une petite mention, même si c'est vrai que ça se voit, mais on peut rater. On peut rater quand même l'info. Moi, typiquement, j'aurais peut-être raté. En fait, si tu veux, dans mon texte Airbnb, je la mentionne assez rapidement, parce que je mets justement les atouts du bien. Mais ailleurs, je peux pas. Ailleurs, ils vont me demander si j'ai une piscine ou un spa, et j'ai pas de piscine, j'ai pas de spa, mais à aucun moment ils disent est-ce que tu as une douche hydromassante dans ton appart, quoi. Oui, je comprends. C'est pour ça que, en effet, le hack des photos, ça me semble plus facile peut-être à exploiter. Ouais. Oui. Et parce que tu vois, la douche hydromassante, alors après, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a le concept aussi des love rooms qui fonctionnent, etc. Moi, je sais pas si Emmanuel est avec nous ce soir, Emmanuel Guingamp, qui me parle de ce concept immobilier souvent, et enfin, souvent, je ris un peu parce que
Mais en fait, d'un point de vue performance financière, ça marche très bien. Et du coup, ça me fait penser à ça, en fait. La douche hydromassante, je me dis, quid d'attirer. J'essaie de retourner sur la douche. Quid d'attirer une clientèle couple pour un week-end en amoureux, par exemple. Et J'en ai. J'ai pas mal de couples avec bébé. Ah ouais. Parce que du coup, je propose aussi, tu sais, les parapluies chez The Haute gratuitement que je mets à disposition. Ouais. Il y a des périodes sur mai-juin, par exemple, j'ai beaucoup couples avec bébé. Ok. Bon, bah donc ça veut dire qu'il y a un potentiel sur ça. Donc peut-être pour Ouais, résoudre le problème booking, c'est tout mettre sur les photos ouais, pour que ce soit mis en valeur. Et comme ouais. ça, et bien insister sur, tu vois, toutes les pépites cachées dont tu nous as parlé, place de parking, douche hydromassante. Mm, L'escape game, ça tu l'as bien évoqué. Le champagne aussi, c'est important. mm. Euh, ok. Alors, j'ai vu que Grégory nous disait, alors, Grégory nous disait, s'il n'utilise pas toutes les fonctionnalités, autant utiliser la synchro avec le lien iCal. Dans Booking, C'est on ne ça. peut rien modifier, c'est très compliqué. Il existe le site Omnidays qui permet de personnaliser totalement son annonce et Omnidays Abritel fait partie de Expedia. Je confirme que la clientèle couple fonctionne parfaitement, mais il faut aller bien plus loin dans l'expérience client. Alors beaucoup de points dans ce que nous dit Grégory. Oui, qu'on peut pas modifier, c'est très compliqué. Du coup, bah, le hack des photos, ça pourra aider. Après, moi, Mm. je suis pas forcément d'accord avec toi, Grégory. Alors, ça dépend combien, Cécile, ça te coûte tous les mois ce channel manager. Mais si c'est pas plus d'une dizaine d'euros par mois, pour Un moi, peu c'est plus. un peu plus. Je suis à 22 de base et je paye, je crois que c'est 50 centimes de plus par réservation. D'accord. 22 de base et 50 centimes de plus par heure. Ouais. Bah, faut voir si c'est rentabilisé parce que si t'as pas de channel manager et que tu dis que tu veux booster ton taux d'occupation et pour ça, tu commences à avoir une grille de prix un peu plus avancée, faut avoir un channel manager. Sinon, c'est. Mm. Et en fait, Non, du mais coup, finalement, ça va rembourser parce que ton taux ouais. d'occupation va tellement augmenter que. Mm. Non, puis l'idée, c'est quand même aussi de développer le site internet. Le channel manager me permet d'avoir un moyen de paiement hors plateforme, avec prépaiement par carte bancaire, que je n'aurais pas sans le channel manager. Je fais pas mal d'entrées autonomes, donc prendre des paiements en espèces ou par chèque, c'est pas l'option. Ouais. Donc il y a ça, enfin il m'offre ça aussi. Mais c'est vrai qu'il faut que je bosse dessus sur toute la partie marketing, sur le site internet qui me fournit le channel manager, mais qui est très moche, qui donne pas du tout envie, donc qu'il faudrait que moi je travaille en parallèle. Mais c'est vrai que le but c'est quand même de développer tout ça pour que le channel manager me soit utile. Ouais, c'est ça. Pour l'instant Mais il y est pas. Mais enfin en tout cas bah, pas sauf complètement. si, ouais, bah, sauf si demain, enfin, tu vois, je trouve, enfin, après, chacun voit midi à sa porte, mais je trouve que c'est dommage de reculer, Mm. alors que là, déjà, les simples petites choses que tu as faites, de l'installer, de faire les premières bases, tu peux vraiment capitaliser dessus, quoi. Autant capitaliser à fond et l'utiliser. Alors, attends, je reprends ton mail pour voir si il y avait aussi peut-être des choses dans ton mail. Euh, donc, dans ton mail, tu me parlais de justement cette notion de centre-ville avec des services qui sont différents. Euh, Ah oui, alors ça, c'est un point important dont on n'a pas parlé. Je ne sais pas à quel point je peux vendre l'escape game, en sachant que mes outils actuels ne permettent pas de le facturer individuellement et Vivo est sa solution de paiement via le KX. D'accord. Là, il t'a choisi Vivo. D'accord. Ouais. Alors, vendre l'escape game, ça c'est un bon sujet. On parle rarement des revenus additionnels. Alors, je suis contente qu'on en parle. Super. Vendre l'escape game, c'est typiquement l'exemple qu'on peut avoir aussi de structuration saisonnière. L'escape game, en période faible, il peut t'aider à booster la demande. Ça peut être quelque chose que tu offres, tu vois. Après, en période forte, ça peut être quelque chose qui est en additionnel, parce que la période est forte, parce que de toute façon, tout le monde va vouloir se loger. Donc, si vous voulez faire un escape game, c'est quelque chose qu'on facture en plus. Alors, le petit challenge que là, tu me donnes dans ce que tu me dis, c'est que tu peux pas le facturer individuellement. Alors ça, c'est un gros challenge, en fait. Je pense pas en tout cas.
J'ai demandé justement à Evivo voir si je pouvais rajouter dans les charges, le facturer différemment. Apparemment, ce serait pas le cas. Euh, et, euh, et puis, je suis pas en entreprise, je suis en statut LMNP. Ouais. Donc, je pense pas non plus, si je le sors de ma partie loyer, je pense pas que je puisse. Alors, du Je, coup, on part de ce postulat-là, c'est pas grave. On va partir de ce postulat qu'on peut pas le sortir. Donc ça veut dire que on a deux solutions. Soit on se dit ce n'est que, enfin, c'est mal dit, mais ce n'est qu'un avantage concurrentiel qui donne plus de chances d'être sélectionné par le client. Soit on se dit on veut capitaliser dessus financièrement. Pour capitaliser dessus financièrement, comme je te disais, je pense que c'est plus réaliste de le faire sur des périodes de forte demande. Mais même là, il faut qu'on se pose la question de est-ce que c'est possible? Et pour répondre à cette question, c'est peut-être pas un exercice que tu as fait pour l'instant, mais pour l'avenir, ça peut être utile de te faire un petit suivi de l'usage, de l'utilisation effective de l'escape game par les clients, si tu peux savoir ça. Ça, c'est une grosse majorité. Et j'ai beaucoup de clients qui viennent justement pour l'escape game. Ah ouais. Et dans tous mes commentaires Airbnb ou presque, il ressort. Ah ouais, bon bah ok, donc ça Non, c'est ouais. Donc, alors, à ce moment-là, je veux bien que tu me dises un peu ce que tu as remarqué sur ça. Est-ce que c'est vraiment toute l'année que tu as tout le temps des gens qui utilisent l'escape game ou est-ce que c'est plutôt pour les vacances scolaires, l'été, que tu as des gens qui utilisent l'escape game? Plutôt les week-ends, plutôt la semaine? Qu'est-ce que tu as observé? Non, c'est tout le monde. Il y a les pros qui utilisent un peu moins parce qu'ils n'ont pas forcément le temps. Mais pour autant, quand ils ont le temps, ils le font. Ah ouais? Ou alors ils arrivent en milieu de jeu et puis ils n'ont pas le temps de terminer parce que non, c'est vraiment un gros plus. Si j'ai 5% des gens qui le font pas, c'est le maximum. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah alors là, je m'attendais pas du tout à ça. D'accord. Ah ouais, donc tout le monde fait vraiment l'escape game. Mais en même Non, temps, là-dessus, mon avantage concurrentiel, enfin, voilà, ça fonctionne. Ça attire la clientèle, c'est ce que je cherchais. bah c'est top. Mais en même temps, le point qui pondère un peu ça, c'est que on n'a pas toujours 100% de taux d'occupation, tu vois. Donc Ouais, ça veut dire c'est ça. qu'il faut qu'on soit vigilant quand même sur la tarification, parce que notre objectif finalement, c'est quand même d'être à 100% de taux doc et d'avoir le maximum de chiffre d'affaires. Parce que là, un instant, je commençais à me dire, non, non, mais attends, faut qu'on l'augmente tout le temps. Après, je me dis, non, Élise, attends, parce qu'on n'est quand même pas non plus à 100% de taux doc. Donc, ça veut dire que moi, avec ce que tu me dis là, je me dis que ce serait un peu comme ce que je disais au début, ce serait quelque chose à augmenter sur les périodes fortes. Mais du coup, point nouveau, c'est que sur les périodes fortes, tu peux être décorrélé de la fourchette marché classique. C'est-à-dire que si tu vois que les concurrents, attends, je vous montre mes mains, si tu vois que les concurrents sont sur une fourchette, les concurrents qui ont le même niveau de prestation que toi, c'est-à-dire niveau qualitatif, sont sur une fourchette qui va, je dis n'importe quoi, je connais pas les prix à 3, mais entre 50 et 80 euros par exemple de prix. Sur les périodes de forte demande, ça veut dire que toi, tu peux confortablement être au-dessus de 80 euros. Parce que en fait, les gens, s'ils devaient acheter un escape game pour deux, par exemple, Ah bah, ça serait beaucoup plus cher. voilà, c'est ça. C'est Ah vraiment oui, non, bah, cher comme clairement. expérience. Ah oui, Donc, oui. c'est-à-dire que c'est intéressant d'évaluer combien tu peux rajouter pour faire en sorte que ça reste de toute façon super intéressant pour le client parce qu'il a un chouette séjour dans un très bel appartement. En plus, il a un escape game qu'il peut faire, ça lui anime sa soirée ou son week-end et ben, il est logé, donc bon. Donc, ah ouais, ça c'est une belle opportunité. Tu as vraiment une super clé là. Et je pense que ce que je fais pas bien non plus, c'est justement pas différencier autant mes tarifs de basse et de haute saison. Ouais. Parce que j'ai quoi? J'ai 5 euros de différence, je crois, entre ma basse et ma haute saison. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, alors c'est vrai. Non, mais tu as raison d'en parler, c'est tout à ton honneur. C'est vrai que tu peux aller plus loin, je pense. C'est ça. T'as vu le beau cas d'études en revenu management? Comment partir de zéro? Non, mais c'est génial. Moi, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, de voir que tu as déjà une performance qui est vraiment
bah, tu vois, tu fais 60% d'occupation, donc c'est bien, mais en fait, tu as la possibilité d'avoir une très bonne performance. Tu vois, c'est là où on voit toutes les zones d'opportunité qui restent encore sur ton activité, c'est vraiment bourré d'espoir, quoi. Il y a vraiment plein de choses. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui, tu n'as que 5 euros d'écart entre les événements et, et ton prix annuel, en fait. Il y a deux possibilités. Soit c'est parce que ton prix événementiel, il est sous-estimé. Donc, ça veut dire qu'en fait, ton prix annuel, c'est un prix moyen, on va dire. Et pour les événements, tu pourrais faire en fait plus 20 euros ou plus 30 euros. Je dis n'importe quoi parce que encore une fois, j'ai pas étudié 3, mais il y a plein de villes sur lesquelles moi j'ai des grilles de prix qui parfois sur les événements vont beaucoup plus haut. Soit c'est parce que ton prix annuel, il est un petit peu haut. Ça pourrait être ça aussi. Donc, sur ça, c'est vraiment, tu vois, là, on y revient, hein, mais c'est vraiment RDNA qui pourra t'aider. J'ai pas d'action chez RDNA. C'est pas une société. Déjà, la partie gratuite est bien faite, donc j'imagine que la partie payante doit être top. Ben, alors oui, parce que tu vois, moi, ce que je reproche à RDNA, c'est que, par exemple, sur la partie gratuite, ils ont ce que j'appelle ces statistiques un peu cosmétiques, tu vois. C'est-à-dire que c'est bien, mais le problème, c'est que c'est pas assez distingué par période. Et comme on sait qu'on a tous des villes qui sont extrêmement saisonnalisées, ben, un taux d'occupation ou un prix moyen qui est vrai sur une période le sera pas sur la période d'après. Donc ça veut dire que on a besoin de quelque chose de plus précis pour vraiment faire une distinction tarifaire. Et avec les informations dont tu disposais, je te comprends. C'est normal que du coup les écarts de prix ils aient été plus difficiles à établir parce que quand on n'a pas les infos de où à où vont les prix, bah, tu peux pas prendre des décisions risquées comme ça sans les billes concrètes. C'est normal. Donc, si tu devais décider comme ça demain de grille de prix peut-être plus étalée, si c'est pertinent et nécessaire à toi, moi, ce que je te proposerais, ce serait d'aller dans la partie rates d'RDNA pour voir, selon les périodes, à combien se vendent en moyenne les biens. Et deuxième proposition que je te suggère, ce serait de regarder les biens percentiles 75. Parce que comme tu as un bien qui est quand même qualitatif, avec en plus ce concept qui le fait complètement sortir du lot, il faut que tu regardes le percentile 75. Percentile 75, c'est ça? Ouais, alors, très bonne question. Très bonne question parce que j'allais ne pas expliquer ce que c'est et ça aurait été une erreur. Le percentile 75, en fait, RDNA, ce qu'ils font qui est très intéressant dans la partie payante, c'est qu'ils nous disent, voilà, sur les prix, voilà la moyenne. En moyenne, les gens, ils vendent à 3 sur... tu peux filtrer par type de bien, donc ça aussi, c'est hyper bien. C'est-à-dire que tu vas vraiment pouvoir regarder les T3. Donc, sur les T3 à 3, sur le mois de mai, par exemple, en moyenne, ça s'est vendu à, je dis n'importe quoi, 80 euros. Mais on a une nuance additionnelle, parce qu'évidemment, dans 80 euros, tu vas avoir des T3 qui sont vraiment d'une prestation très basique, et puis tu vas avoir des T3 qui sont qualitatifs, voire différenciants comme le tien. Donc, pour pouvoir se dire, bah, je veux vraiment me comparer avec ceux qui sont un peu comme moi, ce que fait RDNA, c'est... alors moi, je me l'imagine comme ça. Hein. Je le raconte toujours comme ça, parce que dans ma tête, ça se passe comme ça. Après, tu me diras si c'est pas clair. C'est que, en gros, il prend les prix moyens de tous les biens, de tous les T3 à 3, il les étale et il découpe, en fait, par tronçon. Donc, par exemple, le percentile 50, il découpe à 50, c'est-à-dire c'est le milieu de toutes les valeurs. S'il y a des gens qui ont vendu à 40, 50, 60, 70, etc., ben, il va nous dire 60, c'est la valeur moyenne du milieu. Et après, il fait un autre découpage à partir à 70, où on sait que à 75, pardon, où on sait que à partir de cette valeur-là, au-dessus de ça, mettons que ce soit 80 euros par exemple, au-dessus de ça, c'est 25% des meilleurs qui ont vendu au-dessus de 80 euros. C'est un peu, j'ai mal expliqué là, je pense, non? Bah, j'ai compris, en tout cas, ça va. Ouais. Ok, super. Du coup, ouais, voilà, je te propose de regarder le percentile 75 qui est en adéquation avec ce que tu proposes. Ça marche. Je vois qu'on a une question. Ah oui, on a une question de Maggie qui dit comme Cécile, je me demande si le channel manager est utile avec un seul bien.
Moi, alors après, je suis un peu jugée partie parce que le revenu management, c'est mon métier. Mais en tout cas, d'un point de vue revenu management, si vous voulez avoir une logique d'optimisation du chiffre d'affaires, Maggie, pour moi, dès un seul bien, ça vaut la peine d'avoir un channel manager parce que ça fait gagner du temps, ça nous permet d'être présent sur beaucoup plus de sites, d'augmenter l'occasion de voir notre bien des clients. Après, c'est important d'avoir un channel manager qui coûte pas très cher. Alors là, Cécile, toi, tu nous dis que tu as choisi Evivo. Je sais qu'il y a aussi Bet24 qui est vraiment pas cher du tout. Donc, Bet24, il a l'inconvénient d'être un petit peu complexe à mettre en place. Après, une fois qu'il est installé, il est bien. Donc, c'est pour ça que j'y étais pas allée, en fait. Ouais, d'accord. Je m'étais dit que ce serait peut-être un peu compliqué vu que j'étais pas à fond dedans déjà à la base. D'accord. Ok. Mais bon. Non, Evivo, c'est aussi un channel manager qui fonctionne. Hein. Marie-Laure nous dit sur Booking, il y a la possibilité de décrire l'appartement dans la partie profil avec description du logement, de l'hôte et du quartier. Ah bah super. Merci Marie-Laure, c'est un bon point ça. Alors, Booking, peut-être que je l'ai. Je te disais, c'était sur Expedia là, que j'ai eu dernièrement, justement, et Vivo travaille avec pas mal de sites d'Expedia, du groupe Expedia. Ouais. Et là, on ne pouvait pas du tout. Booking, oui, ça fait un moment que je fais, je ne sais plus. Ok. Bah, peut-être une piste alors à creuser. Je vais regarder quand même Booking, je vais vérifier. Merci Marie-Laure. Et après, on a Grégory qui nous dit, pour info Cécile, je t'invite à aller visiter le site Game Hotel. Game, avec mon accent anglais à couper au couteau. Game Hotel qui a ouvert un escape game sous forme d'hôtel, ça pourrait t'aider. Ouais, c'est assez intéressant de benchmarker pour voir comment ils le présentent et comment ils le vendent aussi. Est-ce qu'ils le vendent en supplément ou pas? Ouais. Game Hotel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Game Hotel. Merci Grégory. Alors, on a CT Concept qui nous dit oui, un channel manager est utile avec un seul bien. Bah écoute, on est d'accord sur ça. Ça a été mon cas. Ça m'a permis d'en tester plusieurs. J'ai trouvé celui qui me plaît au bout de 3 essais. Et surtout, quand vous avez plusieurs biens, vous êtes déjà à l'aise avec ce formidable outil. J'ai maintenant 3 biens. Alors, ça peut être intéressant si vous nous dites aussi quel channel vous avez choisi. Mais ça aidera peut-être d'autres personnes qui hésitent sur leur channel. Ouais. Du coup, Cécile, je reprends aussi le message que tu m'avais envoyé sur la différenciation entre les plateformes. On en a parlé. Il y avait le sujet que tu as évoqué au début et qu'on n'a pas creusé, le sujet des promotions. Je n'ai encore jamais mis en place de promotion car je ne sais pas comment fixer mes prix. Alors, ça, c'est super intéressant. Comment fixer des promotions? Alors, on pourrait en parler, on pourrait se faire 4h30 de live sur, sur le sujet comment lancer une promotion, mais on va faire la version light. Hein. Du coup, il y a 2 choses importantes sur la fixation des promotions. La première chose, c'est qu'il faut les lancer sur des périodes de faible demande. Alors, dit comme ça peut sembler évident, mais dans les faits, je vois parfois des promotions qui sont lancées sur les périodes de forte demande. Donc, du coup, j'en reparle en disant, c'est important de le faire, mais quand on n'est pas sûr de remplir. La promotion, c'est vraiment un outil qui nous aide à remplir là où on n'est pas sûr de remplir. Un autre point qui est important, c'est d'avoir exactement la même logique qu'on a eue tout à l'heure. Je ne sais pas si tu te souviens quand on se disait justement début septembre, de se dire à partir de combien de ventes en plus je gagne. Ça, c'est important pour pouvoir juste se dire, soit pendant la promotion, soit après la promotion, est-ce que c'était une bonne décision? Est-ce que j'ai bien fait de lancer cette promotion? Et même, je dirais même, avant la promotion, de pouvoir se dire, pour pouvoir faire exactement le même chiffre que l'année dernière, il faut que je vende, au lieu de vendre 3 nuits, il faut que j'en vende 5. Est-ce que ça me semble réaliste déjà? Parce que peut-être qu'en faisant le calcul, peut-être qu'en faisant un calcul sur une promotion, je dis n'importe quoi, à moins 30%, on se rend compte qu'en fait, il faut tellement vendre pour gagner au moins la même somme que l'année dernière que c'est pas du tout réaliste en fait. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, faut que ça vaille le coup. Exactement. Donc ça, c'est une première piste. Une deuxième piste, c'est aussi de... Vas-y, dis-moi. Non, vas-y. Et j'allais dire, une deuxième piste, c'est aussi de s'assurer de garder quand même un œil sur la concurrence, de s'assurer qu'on n'est pas en train d'aller bas de façon démesurée. La tentation, ça peut être d'aller vraiment bas. Sauf qu'il y a souvent une différence entre, comme je disais tout à l'heure, être juste un peu plus bas que les concurrents pour un peu hacker le système et brader son prix de façon complètement inconsidérée.
brader son prix de façon inconsidérée, ça fait juste passer à côté d'argent bêtement finalement, alors que parfois juste avoir un cran un peu en dessous, ça aide déjà à hacker un peu à doubler les concurrents. Mais pas que sur les périodes faibles. Je le redis. Ouais. La promotion, on est d'accord qu'on la met en place un peu en mode de last minute. Alors, très bonne remarque. Alors, très très bonne question, Cécile. Ma réponse est non. Ah. Très bonne question. Ma réponse est non. Alors, il y a un truc. Moi, j'ai un dada là. J'ai un truc qui me crispe sur les channel managers. Je ne sais pas pourquoi. C'est que quasiment tous les channel managers, sans exception, nous incitent à mettre des promotions pour casser les prix en dernière minute. Et alors ça, moi, je comprends pas. Je me dis, mais c'est des garçons qui n'ont jamais fait de revenu management de leur vie. C'est pas possible. Parce qu'en fait, en réalité, casser les prix en dernière minute, c'est souvent, quasi toujours une mauvaise décision. Le seul cas où ça peut être une bonne décision, c'est si on s'était en fait réellement trompé de prix, on pensait être au bon prix, et on se rend compte qu'en fait, on a surestimé le potentiel. Et qu'il faut en fait juste sauver les meubles. Donc là, on corrige notre décision tarifaire et on se dit, bon, bah là, je me suis trompée, je corrige, je mets un prix plus bas, et surtout, je retiens ça pour la prochaine fois. Ça, c'est la réalité, et parfois, ça arrive. Mais avoir une logique où on se dit, ben voilà, toujours à 15 jours, par exemple, comme me le propose mon channel manager, je vais aller faire moins 20% toujours à 3 jours ou à 7 jours ou à 15 jours quand j'ai pas vendu. C'est 100% du temps une mauvaise décision. Pourquoi? Parce que en fait, il y a deux situations. Soit, mais je te rassure Cécile, parce que c'est très commun, hein, c'est vraiment tout le monde enfin, il y a beaucoup de gens qui le font. Soit on est sur une période de faible demande. Et du coup, si on n'a pas vendu, ça veut probablement dire qu'on était trop cher. Donc ça veut dire que, en fait, on aurait dû, depuis le début, être à ce prix plus attractif. Et au lieu d'y être depuis le début, à ce prix plus attractif, ben on n'y est que 7 jours avant. Et donc, on ne se laisse d'opportunité de vendre la chambre au prix qu'elle vaut que 7 jours, en fait. On n'a que 7 jours pour vendre parce qu'on est au bon prix que pendant 7 jours. Donc, là, ça veut dire qu'en fait, notre tarification n'était pas bonne dès le début. Donc, il faut se mettre dès le début sur les périodes faibles à des prix attractifs. Et l'autre situation, c'est qu'on est en période de forte demande, et auquel cas, même si on n'a pas vendu à 7 jours, il n'y a pas du tout de problème, parce que comme il y a beaucoup de demandes sur la ville, en dernière minute, on va trouver des gens. Et en fait, il s'avère que c'est ces gens-là de dernière minute qui seront les plus à même de payer le prix, justement parce qu'ils sont en dernière minute, parce qu'il ne reste pas beaucoup de biens sur la ville, et qu'ils ont besoin de se loger, et ils sont plus prêts à mettre le prix que s'ils s'y étaient pris à l'avance. C'est la raison pour laquelle, sur les billets d'avion, par exemple, on sait très bien que si on regarde pour partir demain à New York, on va être massacré sur les prix. Pourquoi? Parce que les compagnies aériennes se disent, le gars qui doit prendre un billet pour demain pour New York, il a soit un rendez-vous d'affaires, soit malheureusement un décès, soit voilà, il n'a pas le choix, il faut qu'il y aille. Donc il est prêt à mettre le prix pour le faire. Donc en fait, dans ces deux situations-là, c'est pas une bonne idée de casser les prix en dernière minute de façon ritualisée, quoi. Mais pour répondre à ta question, ça peut être bien d'utiliser les promotions sur les périodes où on n'est pas sûr de remplir, mais en amont, en se disant, bah voilà, l'année dernière, par exemple, je te donne un exemple très concret. L'année dernière, j'ai fait 50% d'occupation, par exemple. Donc, j'ai vendu 15 nuits sur mon mois. Et ben, tu peux te dire, cette année, pour booster, je vais mettre en promotion, peut-être à moins 10, moins 15, moins 20, ça je te laisse évaluer selon ton marché. Je vais mettre en promotion 10 chambres, 10 nuits. Et dès lors que j'ai rempli 10 nuits, je me suis constitué un petit matelas de sécurité, je ferme la promotion et après je repasse à mon prix normal. Tu vois, ça, c'est des stratégies d'hôtelier pour vraiment augmenter son remplissage et faire en sorte de booster le chiffre d'affaires. Et ça, tu le mets en place à quel moment? Combien de temps avant? Alors, moi, je trouve important que les prix soient corrects sur l'année à venir. Parfois, on me dit, c'est loin. Mais pour le travail que je fais pour les conciergeries, ça m'arrive de voir des réservations. Parce que du coup, moi, je scrute l'année à venir. Et ça m'arrive de voir des réservations tomber pour dans 7 mois, 8 mois. Et dans ces cas-là, je suis contente que mes prix soient justes. Oui, mais là, du coup, c'est des promotions ou c'est tes prix qui sont déjà avec tes 4 grilles tarifaires? Alors là, c'est mes prix avec les 4 grilles tarifaires. Pour la promotion, en fait, c'est au même moment que quand tu fais ton prix, finalement.
Tu vois, c'est-à-dire que je te donne un exemple concret. Si là, par exemple, on est au mois de juin, et là, tu te dis, bon, bah, je vais travailler sur mes prix de début d'année, janvier, février, mars. Bon, janvier, tu m'as dit qu'il y a de la demande parce qu'il y a des événements sportifs. Mais mettons que février soit un mois complètement cata. Là, en juin, quand tu travailles tes prix sur janvier, février, mars, tu vas établir les prix. Et si tu dis, tiens, bah, je vais faire ce test dont on a parlé avec Élise sur le mois de février pour voir si je peux un peu booster en ayant une promotion, eh ben, tu peux la mettre dès maintenant. Dès maintenant, mais c'est pour ça que je te dis, il faut juste regarder, bah, est-ce qu'elle fonctionne ma promotion? Et dès lors que sur ton mois de février, tu as fait 10 ventes, clac, tu sais que tu peux la fermer et revenir à ton prix normal. Ok. Est-ce que ça éclaire sur la façon de faire des promotions? Ouais. Ouais. Alors, je vais te dire même... c'était venu dans la conversation justement avec Expedia. Est-ce que tu fais quand même un tarif saison basse ou est-ce que tu gardes ton tarif saison haute et tu le mets en promo? Alors, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, moi, je préfère avoir la stratégie. Je faisais pareil pour les hôtels et je fais comme ça pour les conciergeries. Je préfère avoir la stratégie de me dire, je me mets tout de suite au bon prix. Donc, moi, globalement. En fait, c'est l'affichage qui est différent. C'est-à-dire que tu es d'office au bon prix, c'est le même prix, mais tu l'affiches pas comme le prix normal, tu l'affiches comme une promo. Ah, bah alors alors j'ai jamais testé. Je l'avais testé pour les hôtels, mais je l'ai pas testé actuellement pour les conciergeries et ça vaudrait la peine d'essayer. Clairement. Ça vaudrait la peine d'essayer. Je pense que c'est une très bonne idée. Ça peut être utile pour enfin tu me dis si c'est une bonne chose ou pas, mais en fait ce qu'Expedia m'a expliqué, c'est que sur leur site, tu peux cocher quand tu es voyageur, quand tu recherches, tu peux cocher voir uniquement les promos. Du coup là t'apparaît, mais t'apparaît pas si tu es au tarif saison basse par exemple. Ouais, exactement. Et alors ça, c'est un très bon point, tu as raison. Et il y a aussi un autre point qui va dans le sens de ce que tu dis, c'est que en plus, les algorithmes sont très friands de promos. Donc ça veut dire que ça booste ton annonce sur les promos. Donc vaut mieux faire ça. Bah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais alors... On va tous être en promo tout le temps, tu sais. Bah, justement, c'est ce que j'allais te dire. Mais alors, du coup, peut-être à réserver sur des périodes spécifiques où tu fais un test, parce que si le problème, c'est que si tu es toute l'année, tout le temps en promo, ça discrédite un peu la qualité du bien. Et l'autre risque, c'est que si tu as une clientèle fidèle, c'est pareil, elle va remarquer en fait que tu es tout le temps en promo et ça perd un peu le bénéfice parce que du coup, il y aura pas cette urgentisation. L'intérêt de la promo, c'est que les gens se disent « Ah mon Dieu, je sais pas combien de temps ça va être dispo, ça a l'air top. » En plus, faut pas que je la loupe. Voilà, c'est ça, faut pas que je le loupe. Donc, excellente idée à tester sur une période, dans un premier temps limitée, période faible, mais probablement pas à étendre comme une stratégie tarifaire de façon générale. Alors, on a des commentaires. Marie-Laure nous dit en ce moment, je teste Smobu. Si tu veux nous en parler, Marie-Laure, avec grand plaisir. C'était Concept nous dit, je voulais pas faire de pub. Booking après avoir essayé Xotelia et Vivo. Ah ouais, vous testez que des spéciaux hôtellerie comme channel manager. Maggie. Ah oui, et Maggie nous dit la planification des prix, un boulant à taux complet. Oh non, franchement, non. Moi, je. Alors. Mais c'est parce que t'es pro, toi, c'est pour ça. Non, peut-être parce que j'ai une méthode aussi, c'est ça qui fait la différence. Pour moi, quand on a réussi à se dire quand est-ce que j'ai mes périodes faibles, moyennes, fortes, événementielles, et qu'on a un prix pour chacune des périodes, l'affaire est classée. Hein. L'affaire est classée. Ça paraît tellement simple comme ça. Mais l'avantage en plus d'avoir fait ça une fois, c'est que après, on n'a plus qu'à suivre. C'est beaucoup plus light en fait, parce que sinon, on y passe du temps et du temps et du temps toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Ça permet de gagner un temps quand même qui est quand même très important. Cécile, dis-moi, est-ce qu'on a répondu à toutes tes questions? Je regarde sur le côté pour voir aussi l'email que tu m'avais envoyé. Est-ce qu'on a répondu à toutes tes questions?
Oui, je te parlais de renta avec ma conciergerie, mais après, c'est peut-être un peu différent. Parce que ta fixation des prix, tu la bases quand même par rapport à ta concurrence et pas que à ta renta. Donc, c'est le côté renta. Après, c'est là qu'il faut travailler dessus, j'imagine. Oui. Après, dans les prix, c'est important aussi de considérer le profil de charge qu'on a sur le bien. C'est sûr que. Alors là, attends, j'essaie de. Tu veux qu'on en parle ou c'est un point que tu préfères éluder? Ah, moi, je m'en fiche. C'est toi au niveau du temps et si ça te semble intéressant ou pas. Bah écoute, moi c'est le dernier point, donc moi ça me semble intéressant. Je pense que cette situation, elle peut être vécue par d'autres. Je pense que Alors, ça, ouais, il y a pas mal de gens que ça peut, qui doivent intéressé, se retrouver dans la même situation. c'est ça. Donc tu nous dis que tu avais une conciergerie qui te proposait un tarif défiant toute concurrence, 35 euros pour 2 heures de ménage et gestion du linge. Et ça permettait une bonne rentabilité. Aujourd'hui, ton appartement, il est un peu excentré, la clientèle est beaucoup plus développée en centre-ville. La personne a préféré arrêter de venir chez toi. Alors ça, c'est pas chouette. Quand on a trouvé quelqu'un et que ça s'arrête, c'est pas une bonne nouvelle. Ma nouvelle conciergerie prend plutôt 40 euros le ménage et la gestion du linge hors lavage. Mais te dit que du coup, il va falloir plus que 2 heures. Donc, tu sens arriver l'augmentation du tarif et donc la rentabilité s'effriter. Ok. Moi, l'écho auquel, enfin, là où ça me fait écho, c'est que ça me fait penser à tout à l'heure, on se disait sur tes deux tarifs actuels, tu sais, on se disait soit c'est parce que tes prix événements sont pas assez chers, soit c'est parce que tes prix le reste de l'année sont trop chers. Si c'est parce que tes prix événements sont pas assez chers, tu as encore la possibilité d'augmenter les prix. Ça va aider déjà parce que ça te permettra de créer une trésorerie sur les périodes fortes et du coup de l'utiliser pour le reste de l'année. Après, la question que je me pose en lisant ça, c'est comment est-ce que tu factures les frais de ménage aux clients? C'est ce que j'allais te dire en fait. Parce que il y a moyen que là, ça soit pas bon non plus. Bah, tu les as donné mes tarifs et je leur tarife aux clients 25 euros. Je leur tarife pas les frais de ménage. Parce que dans ma logique, s'il reste plusieurs nuits, plus je mets les frais de ménage chers et moins je gagne. Tu Pourquoi? comprends? Ah, à Et cause du linge? bah parce que non, parce que du coup, sur mon prix global, je dis n'importe quoi, je suis à 100 euros la nuit. Oui. Je facture 40 euros de ménage Ouais. ou alors je facture 25 euros de ménage. S'il y a plusieurs nuits, sur mes 100 euros au global, d'un côté je gagne 60, de l'autre côté je gagne 75 Oui. par nuit. Tu vois, multiplié par 2, 3, 4, 5 nuits, enfin le nombre de nuits qui restent. Mais attends, J'ai parce plus que intérêt à gagner 75 par nuit que 60 par nuit. oui, mais tes frais de ménage, ils s'appliquent qu'une seule fois dans le calcul. Oui, 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 exact. Du coup, c'est ça, Attends, je je pense. me mélange. Tu vois, en facturant tes frais de ménage en tant que frais de ménage, au montant que ça te coûte, ça te permet de faire en sorte, le système, il va tout seul, en fait, il va tout seul réappliquer une somme en plus pour les frais de ménage. Ce qui te permet d'avoir un prix demandé qui est exclusivement réservé au séjour. Donc finalement, bah, ça fait en sorte que ça va pas du tout grignoter l'argent que tu gagnes pour le séjour. Par contre, là où je te rejoins, c'est que les conciergeries qui ont des prix qui sont parfois un peu élevés, ça fait parfois en sorte de nous forcer à facturer des frais de ménage qui sont décorrélés des frais de ménage du marché. Donc, par exemple, là, par exemple, si tu factures à 100%, ce qu'elle te demande, cette nouvelle conciergerie, elle te prend 40 euros. Mettons que demain, elle te dise, voilà, il me faut une heure de plus, ce sera 50. Bah, déjà, à chaud, 50 euros de frais de ménage pour un T3, ça me Ça ferait semble pas. 60 hein, du coup. De quoi? 60? Ça ferait 60 du coup. Elle prend 20 euros de l'heure. Ah oui, bon, bah 60. Ah bah oui, oui, divisé par deux. Ouais. 60. Alors à 60, ça me semble pas décorrélé non plus. Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder ce que font les concurrents en termes de frais de ménage?
Et ben, en fait, si tu veux, sur Troyes, on n'est pas super bien desservi en termes de conciergerie. Donc, il y a la nana qui me prenait vraiment pas cher. Il y a une autre conciergerie que j'avais contactée qui est justement à 60 euros. Et là, je suis à 40. D'accord. Et c'est, Tu vois, je serais surprise, mais je vais regarder, si tu veux, je vais regarder rapidement. Hop. Je serais surprise que les T3 de 3 soient, soient beaucoup plus bas. En fait, quand j'ai regardé, je trouve que c'est un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tu as des gens qui facturent quasiment rien, tu as des gens qui facturent plus. Enfin, c'est. Ah ouais? Ah ça arrive quand on a trop de particuliers qui du coup, ou des gens qui font eux-mêmes le ménage. Donc si on Bah, fait... puis je pense qu'il y en a pas mal sur Troyes justement parce qu'il y a peu de conciergerie. Ouais. Alors, on va regarder des biens qui ont 2 chambres comme le tien, hop, qui sont aussi assez qualitatifs. J'en regarde 2, 3. Ah, celui-ci, il est étonnant. Ah, c'est Harry Potter. Oui, Ah, c'est top ça, c'est intéressant aussi. ouais. Ok, alors, je regarde juste rapidement les 3 frais de ménage des 3 premiers biens, en plus du tien, qui sont apparus dans l'algorithme. Alors, le premier. J'ai un internet modérément rapide. Alors, pas de frais de ménage, juste des frais de service, mais qui sont liés à Airbnb. Hop, c'est un peu long. Frais de ménage, 14 euros. Ah ouais, Tu vois. ouais, c'est vraiment super bas. C'est vraiment super bas. Euh, Donc oui, ça va venir. T'en as qui facturent plus, mais c'est de ce que j'avais regardé moi justement pour fixer mes tarifs, c'était il y a un peu de tout et n'importe quoi et c'est rare que tu aies des frais de ménage assez élevés. Ouais. Euh, ouais, là, à part, il y a soit tu factures tout sur le ménage tel quel auprès du client, mais ça, je trouve que c'est un peu illusoire de se dire que ça va résoudre à 100% le problème parce que moi, quand je fais l'étude concurrence, tu vois, je regarde en prix séjour, au final, donc tout inclus, comment j'apparais, tu vois, sur les Ouais, annonces. c'est ça. Oui, je Donc, fais pareil. tu vois, c'est une logique de vase communicant. C'est-à-dire que si tu as des frais de ménage énormes, tu vas être obligé de réduire la valeur séjour pour s'assurer qu'on est compétitif sur le marché d'un point de vue séjour au global. Mm. Euh, Il y a un point sur lequel ça pourrait être une stratégie, ce serait d'essayer de favoriser les longs séjours Mm. pour que tu aies le moins possible d'impact sur ça. Favoriser les longs séjours, c'est que sur les périodes de forte demande, avec des durées de séjour minimum exigées. Euh, voilà. Mm. Et essayer de trouver. Ouais. Mais bon, j'allais dire essayer de trouver une conciergerie moins chère, mais la réalité, c'est que tu m'as dit qu'il n'y avait pas beaucoup de conciergerie. Donc, Non, c'est ça. Là, le truc, c'est alors, Maggie, elle nous donne une idée. Pour le ménage, moi, je fais appel à une entreprise d'aide à la personne. Et elle explique que c'est moins coûteux que les conciergeries. Ça pourrait peut-être nous alors aider. non, parce que du coup, conciergerie pure et dure, donc il y en a deux, celle qui m'a lâché et celle qui est plus coûteuse. Donc du coup, je me suis tournée, j'avais contacté une entreprise de service à la personne qui savait pas gérer parce que elle me dit le problème c'est que vous avez besoin qu'on soit super réactif, Ouais. qu'on bosse tous les jours ou presque, etc. Et nous on sait pas faire. Là j'ai trouvé une personne qui est auto-entrepreneur. Donc D'accord. Ok. Ben,
Moi, in fine, je pense que vraiment la solution finale à ça, c'est de se dire, bah, en fait, ça va être juste incontournable de maximiser le chiffre d'affaires. Et là, en fait, Oui. on revient à tout ce qu'on s'est dit pendant tout notre live, Ouais. c'est que toutes les idées qu'on a partagées ensemble, qui ont vraiment vocation à booster ton chiffre d'affaires, c'est ça Ouais. qui va te sortir de cette situation, parce que c'est Ouais. ça qui va faire que du coup, tu auras la place de payer un peu plus cher la conciergerie, et puis surtout continuer à avoir la rentabilité que tu attends, quoi. Ouais. Alors là, je me suis mis, on va voir aussi ce que ça donne par rapport à l'année dernière. L'année dernière, j'ai commencé quasiment début mai, donc j'avais pas mis de nombre de nuitées minimum jusque à la mi-juillet, on va dire, où j'ai passé août à 2 nuits minimum. Ouais. Et là, pour cette année, du coup, en anticipation, j'ai mis là à partir de juin 2 nuits minimum. On va voir, je sais pas. Mais sur toutes les périodes, quelles qu'elles Ok. soient. Non, non, sur la période haute. D'accord, c'est bien. Nickel. Bravo. C'est Ça cool. fait peur, hein. J'oserais pas dire ça, mais j'allais dire, ah, donc, tu vois, j'allais partir genre, et oui, Jamie. Non, sur juin, juillet, août, je crois. J'ai fait Ok, ça. super. C'est exactement la période forte dont tu m'as parlé tout à l'heure, donc c'est top. C'est top. Ouais. Très bien. Bon. Est-ce que ce qu'on a partagé ensemble t'a aidé, Cécile? Dis-moi. Ah bah oui, oui. Ouais. Bon, Merci. c'est cool. Carrément. Génial. Bah, écoute, tu m'envoies ravi. On va rendre cette vidéo disponible en replay. Ce qui pourrait même être intéressant, c'est que tu nous tiennes au courant dans la vidéo. Je vais la partager de toute façon dans la newsletter. Bah, voilà, de ce que ça donne. Est-ce que tu es contente de toutes ces mises en place? Est-ce que tu as des questions ou des doutes? Voilà, on continue à partager pour t'aider à maintenir la même rentabilité que tu attendais, même avant le changement de conciergerie. Et ben avec plaisir. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Génial. Merci Cécile. Merci à toutes les personnes qui ont été avec nous aussi. Merci pour vos interactions, c'était chouette. Et puis, bah, moi, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Un grand merci à toi et un grand merci aussi à toutes les idées qui ont été partagées. Super. Merci Cécile. Bonne soirée. Bonne soirée.